Ma belle-mère a fait quelque chose d'étrange dans mon verre quand elle pensait que je ne regardais pas. « Un cocktail spécial pour mon gendre préféré », dit-elle avec un sourire. Je l'ai remerciée et j'ai discrètement échangé mon verre avec celui de son mari, qui critiquait toujours ma carrière. Je m'appelle Julien Marchand, 34 ans, photographe indépendant basé à Chartres. J'ai monté mon entreprise à partir de rien, mariage, reportage, nature, travail éditorial, le genre de mission qui paie les factures quand on est bon. Et je le suis. Mais pour mes beaux-parents, surtout Françoise, ce n'a jamais été suffisant. Alors, comment va ton petit passe-temps photographique ? Demandait toujours Jacques lors des dîners familiaux, sans la moindre tentative de dissimuler son mépris. Il gérait des portefeuilles d'investissement, le genre d'homme qui mesure le succès en mètres carrés et en dividendes. Chaque dimanche soir, chez eux, se déroulait de la même manière. Françoise se mêlait bruyamment de la vie de sa fille, tandis que Jacques m'interrogeait sur mes revenus. Ma femme Camille me serrait doucement la main sous la table, une excuse silencieuse. Cette semaine-là, j'avais travaillé dans la réserve naturelle de la Camargue pour un reportage sur les bisons blancs pour National Geographic. J'étais épuisé, mais Camille insistait pour qu'on n'ignore pas l'anniversaire de sa mère. « Juste quelques heures », avait-elle promis. J'aurais dû écouter le mauvais pressentiment dans mon ventre quand Françoise m'a abordé dans la cuisine, les yeux fuyants, me tendant ce verre, les doigts légèrement tremblants. « C'est pour toi », dit-elle. Quelque chose clochait, mais je n'imaginais pas à quel point. Camille et moi nous sommes rencontrés il y a 6 ans, lors d'une exposition photo où mes clichés étaient présentés. Elle terminait son master en sciences de l'environnement à l'université de Montpellier, et moi je venais de lancer ma carrière. Le courant est passé tout de suite. Elle comprenait mon besoin de capturer le monde, et j'admirais sa passion pour le protéger. Ses parents, c'était une autre histoire. Dès notre première rencontre, Jacques m'a fait comprendre qu'il aurait préféré un autre genre d'homme pour sa fille, un salarié, un plan de retraite, une voiture de fonction. Quelqu'un comme lui. Françoise, elle, était plus subtile. Elle complimentait mes photos, mais demandait sans cesse quand j'allais faire quelque chose de plus stable. Lors des réunions de famille, elle me présentait comme le photographe, jamais comme son gendre. Pendant des années, j'ai tout fait pour leur plaire. J'apportais des bouteilles de vin prestigieuses, je leur montrais mes publications, je mentionnais mes clients connus. Rien n'y faisait. J'étais juste une phase dans la vie de leur fille. À Noël dernier, j'ai entendu Françoise au téléphone. Camille aurait pu épouser Thomas, tu te souviens? Chirurgien orthopédique, famille aisée. Mais non, elle a choisi le créatif. Elle avait marqué une pause sur créatif, comme si c'était une maladie. Jacques était plus direct. Quand nous avons annoncé que nous songions à avoir des enfants, il m'a pris à part. « Les enfants, ça coûte cher, mon gars. Peut-être que tu devrais d'abord trouver un vrai boulot. » Je n'ai rien dit à Camille. Elle aimait ses parents malgré leurs défauts, et je ne voulais pas qu'elle ait à choisir. Alors je souriais, serrais la main de Jacques, complimentais les gratins de Françoise et gardais mes pensées pour moi. Mais certains signaux auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Comment Françoise appelait Camille à la cuisine chaque fois que je parlais d'un nouveau projet? Comment elle oubliait de m'inclure sur les photos de famille? Ou cette fois où Jacques a suggéré que Camille envisage une thérapie pour ses décisions impulsives, tout en me fixant droit dans les yeux. Je n'ai rien dit, espérant que le temps amènerait l'acceptation. Je me suis trompé. Ce vendredi-là, pour l'anniversaire de Françoise, je revenais tout juste de la Camargue, la peau brûlée par le vent et une carte mémoire pleine de clichés qui pourrait couvrir 3 mois de loyer. Épuisé, je me suis quand même douché, mis une chemise propre et nous ai conduits jusqu'à leur maison bourgeoise, dans un quartier huppé de Versailles.
Le dîner a commencé normalement. Jacques se vantait d'un nouveau contrat. Françoise s'affairait à plier des serviettes. Le frère de Camille, Mathieu, et sa femme Claire bavardaient poliment. Je sirotais une bière en comptant les minutes jusqu'à notre départ. Après le plat principal, Françoise annonça qu'elle avait préparé sa célèbre sangria en dessert. Elle disparut dans la cuisine et je me proposai pour l'aider à porter les verres. Et c'est là que je le vis. 2 verres distincts. Quand je suis entré, elle a rapidement ajouté quelque chose à l'un d'eux à l'aide d'un petit flacon. Pas de garniture, sans couleur, sans odeur. Elle rangea immédiatement le flacon en me voyant. « Oh, Julien, laisse-moi faire, tout est sous contrôle », dit-elle avec un ton exagérément joyeux. « Celui-ci est pour toi, une recette spéciale pour mon gendre préféré. » Ma gorge se serra. Un léger film flottait à la surface du verre. « Je vais t'aider à les porter, » dis-je en prenant les 2 verres. Dans la salle à manger, Jacques ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Sangria, monsieur » dis-je en posant le verre trafiqué devant lui. Moi, je me contentais d'un verre d'eau. 45 minutes plus tard, Jacques était livide, moite, et courait vers les toilettes. Le bruit infernal de son estomac retourné résonnait dans toute la maison. Le visage de Françoise se décomposa lorsqu'elle comprit ce qui s'était passé. Nos regards se croisèrent, et je sus 2 choses avec une certitude absolue. Ma belle-mère avait tenté de m'empoisonner. Et elle savait que je le savais. Je ne dis rien. Pas de confrontation. Je mangeais tranquillement ma part de fondant au chocolat pendant que Camille accourait vers son père. Dans le chaos qui suivit, Jacques criant que c'était sûrement les moules, Françoise bafouillant quelque chose à propos de fruits de mer avariés. Je glissais discrètement le verre intact dans mon sac. Quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas une colère brûlante ou explosive. C'était froid, calculé. Je n'allais pas laisser passer ça. Mais je ne comptais pas non plus me battre selon leurs règles. Le lundi suivant, je me rendis avec le verre chez Laurent, un ancien client qui dirigeait un laboratoire toxicologique à Orsay. « Personnel ou professionnel ?» demanda-t-il. « Affaire de famille ?» répondis-je. 3 jours plus tard, il m'appela. « Julien, il y avait des benzodiazépines dans ce verre. Pas mortel, mais suffisant pour assommer quelqu'un pendant des heures, peut-être même provoquer des pertes de mémoire. »« Tu l'as eu où, ce verre ?» Je le remerciai et lui demandai un rapport écrit. Je ne répondis pas à sa question. Ce soir-là, j'annonçai à Camille que je voulais faire une pause avec les dîners du dimanche. « Je dois me concentrer sur la préparation de mon exposition, » dis-je. Elle fut déçue, mais compréhensive. Je ne lui dis rien à propos des résultats d'analyse. Pas encore. Il me fallait plus d'informations. Dans les 2 semaines qui suivirent, je me mis à creuser. Françoise avait des ordonnances de Xanax provenant de 3 médecins différents. Elle doublait, triplait ses doses depuis des années. Des rumeurs circulaient dans le quartier. Comportement étrange à une fête de jardin, accusations de bijoux volés au club de golf, des histoires que sa famille étouffait toujours rapidement. Je notais tout, et j'attendis le bon moment. Ce moment arriva lorsque Camille me dit, en passant, que sa mère voulait de nouvelles photos pour son profil sur les réseaux sociaux. « Elle a insisté pour que ce soit toi qui les prennes, » dit-elle, visiblement surprise. J'acceptais. Ce samedi-là, j'arrivais seul chez eux, ma sacoche photo dans une main et une enveloppe scellée dans l'autre. Françoise était déjà prête. Impeccablement habillée, maquillage sans défaut. « Jacques, c'est au bureau, » dit-elle. « Avant de commencer, » dis-je calmement, « je pense que tu devrais voir ça. » Je lui tendis l'enveloppe contenant le rapport toxicologique et les copies de ses ordonnances. Ses mains tremblaient pendant qu'elle lisait. « C'est ridicule, » murmura-t-elle. « Jamais je ne... »
On sait tous les deux ce qui s'est passé, la coupai-je. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi. Son regard se durcit. Tu n'es pas assez bien pour ma fille, dit-elle. Tu ne le seras jamais. Un homme doit offrir de la stabilité, pas des photos. Et droguer ton gendre, ça fait partie de cette stabilité ? Demandai-je d'une voix plate. Tu n'aurais rien eu de grave, siffla-t-elle. Juste assez malade pour rater l'ouverture ridicule de ta galerie. Comme ça, Camille aurait vu que tu n'es pas fiable. Je la laissai encaisser mes paroles. Et maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Demandai-je. Tu dis à Jacques ce que tu as vu. Et vous me traitez désormais avec respect. Pas parce que tu m'apprécies soudainement, mais parce que sinon, Camille découvrira qui vous êtes vraiment. Françoise rit, mais c'était un rire creux. Elle ne te croira jamais plus que nous. Je pris ma sacoche photo. Peut-être pas, mais elle croira le rapport du labo, et les reçus de pharmacie, et les voisins que tu as fait fuir. Tu veux vraiment prendre ce risque ? Je partis sans prendre une seule photo. Ce soir-là, Françoise appelle Camille en larmes. Elle prétendit que je m'étais montré agressif pendant la séance, que j'avais été menaçant. Quand Camille m'en parla, je ne pouvais plus lui cacher la vérité. Je lui montrai tout, le rapport, les ordonnances, même les messages de sa mère, de plus en plus hostiles au fil des ans. « Ma mère ne ferait jamais ça », répétait-elle. Mais sa voix tremblait. Le lendemain, elle affronta ses parents. Je n'étais pas présent, mais quand elle rentra, ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Papa dit que c'est un malentendu », murmura-t-elle. « Que tu essaies de nous séparer parce que tu es insécurisé par ta carrière. » Je me contentais d'acquiescer. Je m'y attendais. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» demandai-je doucement. Elle ne répondit pas. Elle se coucha en silence à côté de moi et me tourna le dos. Je m'étais défendu, et pourtant, je me retrouvais plus isolé que jamais. J'étais devenu le méchant dans leur version de l'histoire. Ils avaient semé le doute dans l'esprit de la seule personne qui comptait vraiment pour moi. Pendant 2 semaines, Camille ne me dit presque rien. Elle allait seule chez ses parents, revenait avec les yeux rougis et de nouvelles questions. Je me réfugiais dans mon travail. Des jours entiers dans mon atelier, à attendre que l'orage passe. Jusqu'à ce qu'un matin, un colis arrive. Pas d'expéditeur, juste mon prénom, griffonné à la hâte sur le carton. À l'intérieur, une clé USB et un mot bref. Tu dois voir ça. V. Vanessa. La femme de Mathieu. Sur la clé USB se trouvaient plusieurs fichiers vidéo. Des enregistrements des caméras de surveillance dans la maison de Jacques et Françoise. Les horodatages correspondaient exactement à cette fameuse soirée. Là, on voyait Françoise dans la cuisine, versant clairement quelque chose dans un verre. Puis moi, entrant et prenant les verres en main, et Jacques buvant celui qui avait été trafiqué. Mais il y avait plus, des images filmées après notre départ. Françoise hurlant sur Jacques, lui reprochant d'avoir bu le mauvais verre. Jacques répliquant avec colère « Ce n'est pas la première fois que tu fais un truc pareil !» Je regardais les vidéos 3 fois. Ce n'était pas juste une preuve de son acte. C'était un schéma. Et la preuve que Jacques était au courant. Le fragment suivant datait de 2 jours plus tard. Jacques et Françoise se disputaient dans le salon. « Il sait ce que tu as fait, » disait Jacques. « Et alors ?» répondit Françoise. « C'est sa parole contre la mienne. Camille ne choisira jamais lui plutôt que nous. Et puis, glacial, et si elle le fait, alors elle n'est pas la fille que j'ai élevée. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà commencé à semer le doute en elle, sur leur mariage. Quand j'en aurai fini, ce sera elle qui demandera le divorce.
et elle croira même que c'est sa propre décision. Je refermai brutalement mon ordinateur portable. Mes mains tremblaient. Ce n'était plus une simple attaque contre moi. C'était un plan. Un plan à long terme pour contrôler Camille, pour évincer toute personne qui menaçait leur vision du monde. J'appelai Vanessa. « Pourquoi tu m'as envoyé ça ?» demandai-je. « Parce qu'ils ont essayé la même chose avec moi quand j'ai épousé Mathieu, » dit-elle doucement. « Pendant 2 ans, ils ont tout fait pour nous séparer. Ils disaient que je n'étais pas à la hauteur. Ils ont failli y parvenir. Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ? Mathieu ne le sait pas, avoua-t-elle. Il idéalise son père. Il croit tout ce qu'il raconte. J'ai essayé, mais il me disait que j'étais parano. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire pendant qu'ils te faisaient la même chose. Le lendemain, je reçus un SMS de Jacques. Il faut qu'on parle. D'homme à homme, sans les femmes. Nous nous retrouvâmes dans un salon privé de son club de golf. Il était déjà là, un verre de bourbon à la main. « Julien, commença-t-il, les familles sont compliquées. Ma femme est difficile, protectrice. Mais elle agit toujours avec de bonnes intentions. »« Droguer quelqu'un, c'est ce que tu appelles bienveillant ?» répliquai-je. Il haussa les épaules. « Un malentendu. Françoise prend des anxiolytiques. Elle a dû confondre les verres par accident. J'ai les images de la caméra, Jacques. » Son visage changea immédiatement. Froid, calculateur. « Tu veux quoi ? De l'argent ? C'est ça que tu crois ? Que je me suis marié avec Camille pour votre fric ? Je veux juste que vous nous laissiez tranquilles, dis-je calmement. Arrêtez de manipuler Camille. Arrêtez de vous mêler de notre mariage. Jacques se pencha vers moi. Tu crois que t'es le premier ? On a déjà vu des types comme toi, des parasites qui veulent profiter de notre famille. Il ricana. Camille reviendra. Elle revient toujours. Demande-lui un peu ce qu'elle pense de Thomas, ou de son fiancé d'avant. Je sentis le froid m'envahir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Camille était déjà fiancée avant toi. Un gars bien, médecin. Mais ses origines ne nous convenaient pas. Il nous a fallu 6 mois pour la convaincre qu'il n'était pas fait pour elle. Finalement, elle a rompu. Elle est revenue en pleurs dans les bras de papa, ajouta-t-il avec un sourire. L'histoire se répète, mon garçon. Sur le chemin du retour, j'appelai Sophie, l'ancienne colocataire de Camille à Montpellier. « Tu te souviens de Thomas ?»« Oh mon Dieu, dit-elle. C'était affreux. Il était parfait pour elle, mais ses parents, ils lui ont fait croire qu'il la trompait. Ils avaient même monté de fausses preuves. Il a tenté de lui dire la vérité, mais à ce moment-là, elle ne lui faisait déjà plus confiance. C'était limpide maintenant. Ce n'avait jamais été uniquement à propos de moi. C'était une obsession du contrôle. Une emprise totale sur la vie de leur fille. Et ils l'avaient déjà fait avant. Je ne confrontais pas Camille tout de suite. À la place, je commençais à rassembler chaque preuve possible. Je contactais Thomas. Il était d'abord méfiant. Mais quand je lui expliquais la situation, il m'envoya d'anciens emails échangés avec Camille, qui montraient comment ses parents avaient systématiquement saboté leur relation. Je parlais aussi à d'autres anciens amis, des gens proches de Camille qui avaient soudainement disparu de sa vie. Un schéma émergea. Toute personne qui l'encourageait à être indépendante finissait écartée. Vanessa me remit d'autres enregistrements de leurs caméras de surveillance. Sur un extrait, on entendait clairement Jacques dire « Une fois qu'elle aura divorcé, on la ramènera à la maison. Elle pourra reprendre la direction de la fondation et rencontrer des hommes convenables. » Je mis tous les fichiers sur une seule clé USB. Puis j'invitai Mathieu et Vanessa à dîner, sans dire un mot à Camille. Elle ne savait pas que j'étais sur le point de démasquer toute sa famille. Après le dessert, je branchai mon ordinateur à la télévision. « Il y a quelque chose que vous devez voir, » dis-je calmement. Pendant 1 heure, nous avons regardé les vidéos ensemble. Camille restait figée, le visage blême.
Mathieu secouait la tête sans arrêt. « Ce ne sont pas mes parents, » murmurait-il. Quand ce fut terminé, Camille se tourna vers moi, les larmes coulant librement. « Pourquoi tu ne m'as pas montré ça plus tôt ?»« Parce que tu devais le voir par toi-même, » dis-je. « Tout, pas seulement ce qu'ils m'ont fait, mais ce qu'ils t'ont fait. Toute ta vie. » Mathieu se leva, furieux. « C'est absurde. Tu as truqué ces vidéos. Mes parents ne feraient jamais ça. » Vanessa posa la main sur son bras. « Ils nous ont fait la même chose, Mathieu. Pourquoi tu crois qu'ils m'ont soudainement accepté après la naissance de Jules? Parce qu'un petit enfant leur donnait du pouvoir. » Le teint de Mathieu pâlit. « Tu ne me l'as jamais dit. »« J'ai essayé, » murmura-t-elle. « Mais tu ne voulais pas entendre. » Plus tard ce soir-là, Camille se glissa à mes côtés dans le lit. « J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, » dit-elle doucement. « Mais je te crois, et je suis désolée d'avoir douté de toi. » Le lendemain matin, Françoise appela. Camille mit le haut-parleur. « Ma chérie, je pensais... Tu devrais peut-être venir passer quelques jours à la maison, » dit-elle d'un ton trop enjoué. « Ton père et moi sommes inquiets. Un peu de distance pourrait t'aider à y voir plus clair. »« Maman, » l'interrompit Camille. « J'ai vu les vidéos. » Silence. « Quelles vidéos ? » ?»« Celles où tu trafiques le verre de Julien, où toi et papa complotez pour saboter notre mariage. » Nouvelle pause. « Camille, peu importe ce qu'il t'a montré, c'est faux. Tu sais que Julien a toujours été jaloux de notre famille. »« Stop !» La voix de Camille était ferme. « Ce soir, on vient. Tous. Mathieu, Vanessa, Julien et moi. On va tout mettre sur la table. En famille. Et plus de mensonges. » En raccrochant, elle me regarda. « Ils vont tout nier. Ils vont essayer de tout te mettre sur le dos. » Je hochai la tête. « Je sais. » »« Quel est le plan ?» Pour la première fois depuis des semaines, je souris. « Je pense qu'il est temps que tes parents fassent la connaissance du vrai Julien. Pas juste le photographe, mais celui qui s'est raconté une histoire. Ce soir-là, nous sommes arrivés chez Jacques et Françoise avec mon matériel photo. Mathieu et Vanessa étaient déjà là, assis raides dans le salon. Jacques avait l'air détendu. « Il doit y avoir un malentendu, » commença-t-il. « Aucun malentendu, » le coupai-je en installant mon trépied. « Je vais enregistrer cette conversation. Pour les archives familiales ?»« C'est privé, » protesta aussitôt Françoise. « Justement, » répondis-je. « C'est une affaire de famille. Et je fais partie de la famille, même si vous avez tout fait pour m'en exclure. » Pendant 2 heures, nous avons tout mis à plat. Le verre drogué, la manipulation, Thomas, les anciens partenaires, le schéma qui avait défini la vie de Camille et Mathieu. Jacques et Françoise nièrent tout, m'accusant d'être instable, manipulateur. Mais à chaque dénégation, je lançais un nouveau fragment vidéo, montrais un nouvel email. Leur visage pâlissait. Leur défense s'effritait, jusqu'à ce que Camille se lève. « Je vous aime. Vous êtes mes parents. Mais ce que vous avez fait est impardonnable. Vous ne contrôlez plus ma vie. » Mathieu hocha la tête. « Nous sommes des adultes. Nous choisissons avec qui nous voulons être et comment nous voulons vivre. » Françoise se mit à pleurer, pas par remords, mais parce qu'elle perdait le contrôle. Jacques semblait surtout abasourdi, comme s'il n'arrivait pas à croire que ses enfants osaient lui tenir tête. En partant, je tendis une clé USB à Jacques. Il y a tout là-dedans. Les vidéos, les mails, les témoignages, pour vos propres archives. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il, méfiant. « Que je ne vais pas ruiner ta réputation. Parce que ça ferait du mal à Camille, et je ne ferai jamais ça. » Je fis une pause. « Mais si jamais tu essaies encore de t'immiscer entre nous, si tu tentes encore de manipuler Camille ou de la monter contre moi. »
Alors tous tes amis du club, tes partenaires d'affaires et ton réseau recevront une copie. » Pour la première fois depuis que je le connaissais, Jacques me regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect. « Je t'ai sous-estimé. »« Oui, » répondis-je simplement. « Tu l'as fait. » 6 mois passèrent. Camille et Mathieu commencèrent une thérapie. Françoise et Jacques gardèrent leur distance. Parfois un message, mais ils respectaient nos limites. Autour des fêtes, ils nous invitèrent à dîner. « Un nouveau départ », disait la carte. Camille voulait y aller. « Ce sont quand même mes parents », dit-elle, « et ils font des efforts. » J'acceptais, mais je n'étais pas naïf au point de croire qu'ils avaient vraiment changé. Quand nous sommes arrivés, tout semblait normal. Françoise avait préparé un véritable festin. Jacques était charmant, me demandant des nouvelles de mes projets avec un air presque sincère. Après le dîner, Jacques m'invita dans son bureau. « J'ai une proposition à te faire, » dit-il en servant un verre de single malt. « J'ai réfléchi à ta carrière. La photographie t'a mené assez loin. Mais tu as pensé à élargir tes horizons? Tu pourrais rejoindre ma société, en tant qu'associé junior. » Le salaire est très intéressant. Je pris le verre, mais n'y touchai pas. « Pourquoi tu ferais ça ?» demandai-je. « Tu fais partie de la famille, » répondit-il avec aisance. « Et je respecte la manière dont tu as géré les désagréments. Tu as protégé ma fille tout en restant fidèle à toi-même. C'est ça, un homme, un vrai. » Je reposai le verre sans y avoir goûté. « J'apprécie l'offre, mais non !» Son sourire se crispa. « Julien, sois raisonnable. C'est un geste de paix, une manière d'avancer. »« Non, » répétai-je. « C'est une nouvelle tentative de contrôle. Tu ne peux pas m'acheter, Jacques, et ce que tu supportes mal, c'est que Camille m'aime tel que je suis. »« Ne sois pas stupide, » cracha-t-il, abandonnant son masque de cordialité. « Tout le monde a un prix. » Je me levai. « C'est bien là que tu te trompes. Et c'est aussi pour ça que tu ne comprendras jamais vraiment ta fille. » Je retournai au salon, où Françoise montrait de vieux albums photos à Camille. « Regarde ici, » disait-elle. « Tu avais l'air tellement heureuse quand tu vivais encore à la maison. » Camille croisa mon regard. Et à mon expression, elle comprit qu'il s'était passé quelque chose. Je hochai la tête, à peine. Camille se leva. « Maman, papa ?» dit-elle d'une voix forte et claire. « J'ai quelque chose à vous annoncer. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « Julien et moi attendons un bébé. Je suis enceinte de 3 mois. » Le choc sur leur visage était authentique. Françoise fut la première à réagir. Elle se jeta au cou de sa fille, les larmes aux yeux. Jacques s'approcha plus lentement, regardant tour à tour Camille et moi. « Félicitations, » dit-il d'un ton raide. « Merci, » répondis-je. Puis, plus bas, pour que lui seul entende, « Cet enfant ne sera jamais un pion dans vos jeux, je te le promets. » Son visage se figea. Mais il hocha la tête. Une seule fois. Il avait compris le message. Sur le chemin du retour, Camille serra ma main. « Ils ne changeront jamais, hein ?»« Non, » répondis-je honnêtement. « Mais ils vont devoir accepter que nous, on a changé. » 3 semaines plus tard, une lettre recommandée arriva par l'intermédiaire de l'avocat de Jacques. À l'intérieur, le titre de propriété de la maison que nous louions, désormais notre maison, et des documents juridiques créant un fonds fiduciaire pour notre futur enfant. Pas de lettre, pas de conditions, aucune arrière-pensée, juste un transfert, pur et irrévocable. Ce n'étaient pas des excuses. Jacques ne savait pas s'excuser, mais c'était une forme de reconnaissance, peut-être la seule dont il était capable. Notre fille naquit en été. Nous l'avons appelée Élise, en hommage à ma grand-mère. Quand Françoise et Jacques vinrent à la maternité, ils apportèrent des cadeaux, mais gardèrent leur distance. Ils firent des sourires près du berceau, prirent quelques photos et repartirent.
sans conseil, sans sermon. Les mois suivants, notre relation devint fonctionnelle. Pas d'excuses, mais plus d'attaques contre Camille ou mon travail. Ils avaient cessé d'interférer. Un soir, alors que je retouchais des photos dans mon studio, Camille entra, Élise dans les bras. « Ma mère a appelé, » dit-elle. « Elle veut qu'on vienne à Noël. » Je levai les yeux de mon écran. « Et toi, qu'est-ce que tu veux ?»« Je pense qu'on devrait y aller, » répondit-elle. « Mais avec des conditions. On dort à l'hôtel. On part quand on veut. » Et pas de temps avec Élise sans qu'on soit présent. Je hochai la tête. Ça me semble raisonnable. Elle s'assit près de moi, berçant doucement Élise sur ses genoux. Avant, je croyais que réussir, c'était rendre mes parents fiers, gagner leur approbation, répondre à leurs attentes. Et maintenant ? Elle regarda notre fille, puis moi. Maintenant, je sais que ça signifie faire des choix dont on peut être fier et rester fidèle à ceux qu'on aime. 2 semaines avant Noël, une grande enveloppe arriva par la poste. De la part de Jacques. À l'intérieur, une brochure brillante, le rapport annuel de sa société. Mes photos étaient partout. Paysages, portraits, bâtiments. Des images que j'avais faites à ma manière, sans sa mainmise. Un petit mot l'accompagnait. Le meilleur photographe que je connaisse. Je me suis dit que tu voudrais un exemplaire. J. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une réconciliation. Mais c'était autre chose. Peut-être du respect, une reconnaissance du fait que j'avais réussi à mes conditions. Pas aux siennes. Je ne l'ai pas appelé pour le remercier. Nous savions tous les deux que cela ne concernait pas la gratitude. Il s'agissait de limites et de réalité. Au printemps, j'ai ouvert ma propre galerie au centre de Chartres. Lors du vernissage, Camille se tenait à mes côtés, Élise sur la hanche. Mes parents étaient venus depuis Toulouse. Amis et clients remplissaient l'espace, admirant mes œuvres. Jacques et Françoise sont venus aussi, mais tard, en fin de soirée. Ils ne sont pas restés longtemps. Françoise a tenu Élise quelques instants, sous le regard attentif de Camille. Jacques m'a serré la main, a observé mes photos avec une appréciation sincère, et il est reparti, sans le moindre commentaire sur comment j'aurais pu mieux faire. Plus tard, alors que nous fermions la porte de la galerie, Camille me demanda « Tu crois qu'ils ont changé ?» Je réfléchis un instant. « Non, dis-je finalement. Mais ils ont compris qu'ils ne nous changeraient pas. Et parfois, c'est suffisant. » Plus tard, sur notre terrasse, sous un ciel constellé d'étoiles, Élise dormant au-dessus dans son berceau, j'ai eu une prise de conscience que je n'avais jamais vraiment formulée. Je n'avais pas gagné en jouant à leur jeu. J'avais gagné en refusant d'y jouer. Je m'étais tenu droit, j'avais protégé ce qui comptait, et j'avais construit ma vie selon ma propre définition du succès. Pas par la manipulation, mais par l'honnêteté et une détermination tranquille. Et au final, c'était la plus belle forme de revanche qui soit, vivre bien, à mes conditions, avec ceux que j'aime à mes côtés.